Sud FM. Il est 18h. Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio à la une de ce journal. Litige foncier à la cité Comico de Ouakam. Déjà 8 arrestations depuis ce matin. Les agents de la Sénélec sur place défendent les installations. Plusieurs familles parmi les 79 déguerpies par la DSCOS sont destination camp alentour après les affrontements qui ont opposé habitants et gendarmes. Remous dans les secteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur. À Dakar, les enseignants du G20 exigent encore une énième fois le respect du protocole signé avec le gouvernement. Ils ont observé ce matin un sitting devant les locaux du ministère de la fonction publique. Au même moment, à Thiès, le SAES a entamé une grève de 48 heures. Le SAES décrit la gestion du budget par le recteur, mais le mot d'ordre n'a pas bien été suivi. Il n'a pas impacté les enseignements. La traduction du président de l'UMS, Souleymane Teliko, devant le Conseil supérieur de la magistrature. Nous en parlerons également. C'est une tentative de musulman du magistrat, selon Maître Hassan Diomandiaï, qui parle également d'une épée de Damoclès au-dessus de tous les magistrats pour amputer leur liberté et leur indépendance. Un débat présidentiel américain de 2020, il y a eu des échanges chaotiques insultants entre Donald Trump et Joe Biden. L'actualité sportive et info éco complète cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Sud-Soir. Marie-Rosalie Ndiaye. Litige foncier à la cité Comico 6 à Ouakam. 79 familles sont en train d'être déguerpies par la DSCOS. Des affrontements ont eu lieu ce matin entre les habitants et les éléments de la gendarmerie. Aïssatou Gueiba, vous êtes en direct, bonsoir. Aïssatou Gueiba, que nous tentons de joindre suite à ce litige foncier à la cité Comico 6 à Ouakam. Ce matin, 79 familles étaient en train d'être déguerpies par la DSCOS. Il y a eu des affrontements donc entre les habitants et les éléments de la gendarmerie. Ces habitants qui ne voulaient pas quitter. Depuis ce matin, il y a eu, après ces affrontements, 8 arrestations, 8 personnes interpellées par les éléments de la gendarmerie. Et donc, plusieurs familles parmi ces 79 qui devaient être déguerpies sont au camp alentour pour essayer de trouver une destination. Nous tentons de joindre notre reporter sur place, Aïssatou Gueiba. Bonsoir. Bonsoir à vous, Rosalie. Voilà, vous êtes toujours à Ouakam. Quelle est la situation? Alors, retenez que la DSCOS a déjà terminé ou à peu près terminé les opérations de déguerpissement. Ce qu'on voit maintenant, ce sont des taxis-bagages transportant les meubles et les biens des habitants, excepté bien sûr quelques-uns qui attendent encore. Retenez également que après ces affrontements qui ont lieu ce matin entre habitants de Ouakam Sud-Terme et la gendarmerie, 8 personnes ont été interpellées. C'est le décompte qui a été fait pour l'instant. Nous avons, ou plutôt, retenez aussi que les agents de la Sénélec ont aussi procédé à couper l'électricité, notamment en ces lieux. Merci beaucoup Aïssatou Gueiba qui suit pour nous cette affaire. Alassane Anne parle de forfaiture et déclare que le combat n'est pas terminé. Il est le coordonnateur du collectif des habitants du Terme Sud. Enfin, ils sont en train d'exécuter. Nous, là où je vous parle, nous avons une audience en appel qui doit se tenir vendredi. Actuellement, ils sont en train d'effectuer un forfait. Un forfait où les familles sont mises dehors. Nous allons rester dehors, interpeller l'État du Sénégal, le président de la République, interpeller l'opinion nationale et internationale. Ce dossier-là, nous comptons l'acheminer jusqu'aux instances internationales pour la revendication de nos droits. Ce qui se passe, c'est inadmissible dans un état de droit.
Sitting du G20 devant les locaux du ministère de la fonction publique, c'est une kyrielle de doléances que le syndicat d'enseignants a encore exposé à l'endroit des autorités entre la retraite à 65 ans, la suppression de l'épreuve de l'anticipé de philosophie pour son inclusion dans le baccalauréat général et les lenteurs administratives. Les enseignants réclament le respect des accords et autres engagements pris par l'État. Josette Kali. Il ne faut plus attendre maintenant du lenteur qui perdure et qui s'empire davantage. Lassé d'attendre, le G20 revient à la charge pour le respect des accords signés avec l'État. Entre l'inclusion de l'épreuve de philosophie au baccalauréat général, les lenteurs dans le traitement des dossiers, une augmentation à 5% du budget du préscolaire jusqu'à la retraite à 65 ans, ces enseignants demandent d'art la satisfaction des revendications qui ont assez duré selon eux. Mamadou Mbaye Tamba, coordonnateur national du G20. Les principales sont d'abord relatives aux lenteurs administratives observées dans la production des actes relatifs à la carrière et à la mobilité sociale des enseignants, mais également aussi pour au moins dire non aux surimpositions que nous avons remarquées de manière inacceptable sur les maigres rappels et salaires des enseignants. La question du paiement des rappels, le dégel du paiement du prêt DMC. Nous avons aussi la modification du décret 74-347 du 12 avril 1974. Nous demandons également la suppression des anticipés de philosophie et également des corrections en bassin les épreuves de philosophie. Relèvement du budget de l'éducation préscolaire de 1 à 5% au moins. Si la retraite à 65 ans, qu'elle soit une retraite inclusive parce que tout le monde également en a besoin. Ils ajoutent que les magouilles que subissent les enseignants entre les ministères de la fonction publique et celui des finances doivent cesser. La question du système de rémunération des agents de la fonction publique. Et nous savons qu'aujourd'hui les plus gros perdants sont les enseignants, plombant ainsi la carrière et qui appauvrissent les enseignants, qui donnent également à l'État comme s'il y avait un complot entre le ministère de la fonction publique et le ministère des finances pour au moins créer les conditions de rappel. Et de ces rappels, on prend d'une main ce qu'on donne de l'autre main. Et c'est inacceptable. À travers son coordonnateur national, le G20 lance un énième appel au chef de l'État. Nous croyons qu'effectivement que nous serons entendus par le chef de l'État. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui là, pour l'en interpeller, pour qu'au moins que ces maltraitances, ces souffrances, ces calvaires que vivent les enseignants aujourd'hui, que cela s'arrête. Ce que nous souhaitons, c'est la diligence, dans la célérité, comme également stipulé dans le fast-track. Arborant des brassards rouges, ces enseignants comptent poursuivre le combat jusqu'à la satisfaction de ces doléances. Vivement la diligence des dossiers des enseignants. Grève de 48 heures du SAES Campus Thiès. Les enseignants dénoncent la gestion du recteur, mais aussi son comportement inélégant en leur égard. Beaucoup de grèves soulevées par les syndicalistes qui sont en assemblée générale. Cependant, le mot d'ordre n'est pas bien suivi. C'est ce que nous dit Babacar Ndao. À l'université de Thiès, nombreux sont les étudiants qui ne sont pas au courant de la grève de 48 heures du SAES. Êtes-vous au courant de cette grève? Non. Mademoiselle, êtes-vous au courant de cette grève? Non. Ah oui, vous avez fait cours ce matin? Oui, on a fait cours. Ouais. Ah, je n'étais pas au courant, je savais. Vous ne vous attendiez pas à une grève quoi? Non. Donc, mademoiselle, dites-nous, est-ce que vous êtes au courant de la grève du SAES ce matin? Certains de vos professeurs sont en grève. Êtes-vous au courant? Non. Ah oui, vous avez fait cours ce matin? Oui. Apparemment non, on n'est pas au courant du mot d'ordre des SAES. À peine 3 semaines de cours, les étudiants rencontrés écartent toute perturbation pour le reste de l'année. Parce que nous sommes très en retard au programme, donc je ne pense pas qu'il soit possible qu'il soit en grève. Vous ne vous attendiez pas à une grève quoi? Non. Non, parce qu'on est en retard. On a accumulé beaucoup de retard. Ce que nous voulons, c'est étudier. D'où cet appel aux autorités. Qu'ils trouvent un consensus pour que nous puissions poursuivre nos cours normaux. En fait, c'est seulement de nous aider à terminer le programme à temps. Parce que qu'on termine le programme à temps et de passer à faire autre. Non, on ne veut pas de grève, vraiment. Bon, je pense que l'État doit aider les professeurs vraiment parce que nous, étudiants, nous en avons beaucoup besoin. Sinon, nos études vont se freiner. Donc. Une grève qui intervient au lendemain d'une rencontre avortée entre le MESRI et le SAES Campus Thiès qui reproche à Madame le recteur sa gestion du budget, entre autres. Babacar Ndao, Thiès sur FM. Grand Magal de Touba, les populations s'activent à accueillir les fidèles. En cette période de pandémie, le respect des mesures barrières demeure la principale préoccupation. Tout ici. Le port de masque est respecté par les différents responsables qui composent les commissions du Grand Magal de Touba. Ceci pour donner le bon exemple et inciter les populations à suivre le geste. À cela s'ajoutent les campagnes de sensibilisation à travers les médias. Le district sanitaire de Touba, qui a déjà mis en place un dispositif, sera accompagné par l'unité d'alerte et de prévention qui a entamé plusieurs activités à Touba. De l'autre côté, les éléments du service d'hygiène veillent au grain.
L'hygiène dans les lieux publics, dans les domiciles est contrôlée. L'entretien des bassins d'eau et la vidange des fosses septiques ne sont pas aussi négligés. En cette période hivernale, la demande des populations pour la vidange des fosses est très forte et le contrôle doit être renforcé selon Serigne Mbacké Mara qui déplore l'attitude de certains camionneurs. Ces derniers qui traitent directement avec des particuliers en dehors de la commission officielle déversent les eaux des fosses dans les canalisations des eaux pluviales. Un réel danger selon Serigne Mbacké qui tire la sonnette d'alarme. À quelques jours du Magal Touba commence déjà à accueillir les premiers vendeurs au moment où plusieurs chantiers sont ouverts dans la ville dans le cadre de l'évacuation des eaux pluviales, ce qui rend difficile la circulation sur certains axes. Touti Sey Mbacké, Sud FM. Touti Sey, parlons de la situation de la pandémie au Sénégal. 37 nouvelles contaminations ont été recensées au cours des dernières 24 heures. Un nouveau décès également enregistré. 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 102 patients ont été déclarés guéris. Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé. Sur 1266 tests réalisés, 37 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,92%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 15 cas contacts suivis par nos services et 22 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Thiès 3, Mbacké 2, Médina 2, Tivaouane 2, Diourbel 1, Foire 1, Joal 1, Liberté 6 1, Mamel 1, Matam 1, Mbao 1, Mermoz 1, Ouakam 1, Popenguine 1, Rufisque 1, Saint-Louis 1 et Sokone 1. 102 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce mardi 29 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 14 982 cas ont été déclarés positifs, dont 12 437 guéris, 311 décédés et donc 2233 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Parlons de l'affaire Téliko. Après son audition par l'inspection générale de l'administration de la justice, Souleymane Téliko convoqué par le conseil de discipline, une tentative de musellement selon le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Pour Maître Assane Dioma Ndiaye, le contexte, tout est là pour faire taire le président de l'UMS. Maître Assane Dioma Ndiaye sera notre invité après la page des sports. La finalisation du projet de décret qui régit l'activité de transformation, l'accès au financement, une forte implication des femmes dans les politiques de pêche sont entre autres les revendications des femmes transformatrices regroupées au sein du réseau des femmes de la pêche artisanale du Sénégal. En assemblée générale à Mbour, elle plaide aussi pour le gel des licences de pêche. Moustapha Sall. L'implication des femmes transformatrices dans les politiques de pêche et la finalisation du projet de décret portant le métier de la transformation au Sénégal, voilà le plaidoyer du réseau des femmes de la pêche artisanale. Diab Diop Niang est la présidente. Nous, en tant que femmes transformatrices, d'abord je parle en tant que femme transformatrice. Le projet de décret qui régit la transformation est en cours jusqu'à présent. Ça fait des années que nous travaillons sur ça. Ce que nous devons faire en premier lieu, c'est essayer de faire tout pour qu'on puisse finaliser le projet de décret portant sur la transformation. Faire de telle sorte que les femmes transformatrices, leur métier soit protégé, mais aussi les mareyeurs aussi, leur métier soit protégé. Pour qu'on puisse rendre cette pêche-là durable, il faut d'abord en premier lieu que les femmes soient impliquées dans les politiques de pêche, dans les instances de décision, là où on prend les politiques de pêche. Pour rendre la pêche durable, tout le monde sait que nous avons un rôle très important à jouer dans le secteur de la pêche. En assemblée générale, ces femmes transformatrices mareyeuses et micro-mareyeuses demandent à l'État de geler l'octroi des licences de pêche
afin de protéger la ressource. Nous continuons à faire des plaidoyers, à dire non aux licences de pêche parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas suffisamment de ressources. Notre métier est menacé. Nous, en tant que femmes, nous n'acceptons plus que l'État signe des accords de pêche. C'est leur ressort, mais à chaque fois, nous le demandons de nous aider à ne pas signer. Nous, en tant que femmes, nous dépendons sur ce métier et tout le monde sait que si on continue à signer, nous n'aurons plus de quoi transformer ni vendre en tant que marieuse, mais aussi l'État même, s'il continue à signer, je pense qu'à la longue, ils ne trouveront rien en mer pour continuer à signer des licences. Donc, nous lançons un appel à toutes nos autorités. Le réseau des femmes de la pêche artisanale se veut être un cadre de concertation et une force de proposition au profit d'une pêche durable au Sénégal. Moustapha Salembour, Sud FM. La page des sports, reprise des activités sportives. Un séminaire sur la relance est prévu demain à l'Arène nationale. Plus de 150 participants, dont les experts du ministère de la Santé, sont attendus. La fédération, les regroupements sportifs et les parties prenantes feront des propositions, selon le directeur des activités physiques et sportives, Mamadou Fall, avec El Hadj Malick Ndiaye. On organise une journée de réflexion qui porte sur les conditions et modalités d'une reprise des activités physiques et sportives en période de pandémie. Parce que vous êtes sans savoir qu'actuellement, pratiquement tous les secteurs d'activité sont en train de reprendre leur programme. Et même au niveau international, les calendriers ont été encore reprogrammés. Donc on ne peut pas rester comme ça les bras croisés. Mais n'empêche que ce sont les acteurs qui doivent quand même nous faire des propositions que nous, on va relayer au niveau des plus hautes autorités de ce pays, puissent apprécier. Donc, on attend des fédérations et des groupements sportifs des propositions concrètes par rapport à des conditions, par rapport à des principes de manière générale et à des modalités d'une reprise des activités physiques et sportives, tout en respectant les instructions des autorités sanitaires. C'est ça l'objectif attendu. Donc, les propositions viendront des fédérations? Parfaitement. Les propositions devront venir des fédérations et des groupements sportifs. Et notamment plus ou moins des parties prenantes, parce que les universités sont impliquées à travers l'UNICEF de l'UCAD, à travers le CEFS du GB, l'UFR de STAPS au niveau de l'UGB. Donc toutes les parties prenantes du sport, les anciens sportifs, l'association des élus locaux, les ministères stratégiques, notamment le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, sont tous conviés à cette activité-là pour pouvoir vraiment réfléchir ensemble et faire des propositions à l'État. Voilà donc le ministère des Sports, en collaboration avec le Comité national olympique sportif sénégalais, organise une journée de réflexion sur le thème les conditions et modalités de reprise des activités physiques et sportives en période de pandémie de la Covid-19. Analyse et proposition ce jeudi 1er octobre à partir de 10h à l'Arène nationale de Pikine. L'objectif de cette rencontre est de dégager un consensus sur les conditions et modalités de reprise des activités physiques et sportives et de proposer des stratégies et outils de veille et de riposte adaptés. Il s'agira donc de sensibiliser sur la situation actuelle de la pandémie et les protocoles de veille et d'alerte en milieu sportif. Sud International. Débat de la présidentielle américaine de 2020, échange chaotique et insultes entre Donald Trump et Joe Biden. Le président Donald Trump et son adversaire Joe Biden se sont affrontés avec acharnement dans l'un des débats les plus chaotiques et les plus amers que la Maison-Blanche ait connus depuis des années. Trump l'a fréquemment interrompu, ce qui a incité Biden à lui dire de se taire alors que les deux hommes se prononçaient sur la pandémie de coronavirus, les soins de santé et l'économie. Le président américain est critiqué pour son soutien à la suprématie blanche et a refusé de condamner un groupe d'extrême droite spécifique. Le secrétaire général de l'ONU a demandé ce mercredi aux pays riches, lors d'un sommet virtuel, une injection immédiate de 15 milliards de dollars pour financer l'achat et la distribution de futurs vaccins contre le Covid-19 dans les pays les plus démunis. Malgré des efforts extraordinaires pour contenir sa propagation, la pandémie de Covid-19 continue de ravager le monde, atteignant cette semaine le seuil d'1 million de vies perdues selon Guterres. Sud FM, l'invité du jour. Maître Assane Dioma Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, qui intervient après l'audition et l'inspection générale de l'administration de la justice du président de l'UMS, Souleymane Teliko. Maître Assane Dioma Ndiaye s'entretient avec El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec Maître Assane Dioma Ndiaye. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme.
Alors, à travers un communiqué, l'UMS dénonce la traduction de son président Souleymane Teliko devant le conseil de discipline. Que vous inspire cette convocation du juge Teliko devant le conseil de discipline? Oui, je pense que de façon unanime, tout le monde perçoit à travers cette convocation une façon de museler un magistrat qui est catalogué récalcitrant par le pouvoir politique. Si M. Teliko fait l'objet aujourd'hui, d'abord a fait l'objet de cette audition au niveau de l'inspection générale de la justice et ensuite ce communiqué du ministère de la justice informant qu'il sera traduit devant le Conseil supérieur de la magistrature, c'est simplement en raison d'un certain nombre de déclarations qu'il a eu à faire ces derniers temps relativement d'abord à l'affaire Khalifa Sall, mais aussi par rapport à l'affaire Ngour Diop, ce magistrat du siège qui a été affecté en violation du principe de l'inamovibilité. Donc le contexte, le prétexte, tout est là pour évidemment agir sur M. Teliko de manière d'abord à le faire taire lui-même, mais à brandir une sorte d'épée de Damoclès sur la tête des magistrats pour leur dire que, attention, le pouvoir n'acceptera pas un certain nombre de libertés de la part de ces magistrats et qu'il faut qu'ils rentrent dans les rangs. Et on comprend aisément la réaction de l'Union des magistrats qui, évidemment, perçoit cela comme une offense, d'abord à la dignité du magistrat, mais aussi un péril qui pèserait sur, évidemment, l'indépendance des magistrats si jamais ce coup de force passerait. Quelles sont les conséquences de cette convocation sur l'indépendance de la justice? Oui, tout dépend de la finalité à laquelle nous allons assister. Si jamais M. Teliko est sanctionné, et si jamais, évidemment, M. Teliko en sortait affaibli, il va sans dire que c'est le combat pour l'indépendance de la magistrature de l'interne qui serait complètement, irrémédiablement compromis ce combat. Jadis, on assistait à ce combat, à cette déclamation de l'indépendance, mais cela venait de l'extérieur. Mais c'est la première fois que l'Union des magistrats, les magistrats eux-mêmes, prennent à bras le corps ce combat de l'interne. Ce sont les magistrats eux-mêmes qui, ayant fait une appréciation de leur situation, une évaluation, ont compris qu'il leur fallait davantage d'indépendance, qu'il fallait moins de tutelle, surtout les magistrats du siège, pour pouvoir faire convenablement le travail. Donc, si aujourd'hui, cette stratégie du pouvoir politique arrivait à avoir des résultats, à fonctionner, il va sans dire que ce serait un affaiblissement total, d'abord de ce qu'on avait comme acquis, ce minimum d'acquis qu'on avait, mais surtout cette propension des magistrats à revendiquer davantage de liberté, d'indépendance et de dignité. Cette propension va sans doute s'estomper. C'est pourquoi il est important aujourd'hui que tout le monde se mobilise au-delà de l'Union des magistrats. Tous les hommes épris de paix, de justice et de liberté doivent se mobiliser pour faire en sorte que, évidemment, ce combat et surtout M. Teliko ne sortent pas affaiblis de ce combat et qu'on sache qu'il y voit de la pérennité de la République. Une République sans une magistrature forte, une justice indépendante, est une République, évidemment, qui est source de danger parce qu'il y aura pas de régulation et, évidemment, la loi ne protégerait plus et l'arbitraire serait de mise dans une telle République. Donc, il nous faut un pouvoir judiciaire fort et pour cela, il nous faut des magistrats qui sont conscients de leurs responsabilités et qui ont le courage d'assumer leurs responsabilités. Et je crois que M. Teliko symbolise ce combat que nous avons déjà salué et c'est pourquoi nous devons nous mobiliser, le protéger afin, évidemment, que cette tentative de déstabilisation ne puisse pas passer. L'UMS campe sur sa position de même que la tutelle. Jusqu'où peut-on aller dans cette crise? Oui, d'abord, il faut regretter le climat délétère que cela instaure au niveau de la République. Parce qu'on n'a jamais assisté à un combat mortel de cette nature entre le pouvoir exécutif, le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Il y a eu des fridements dans l'histoire, à l'époque, en tout cas au cours de l'histoire, mais jamais un bras de fer de cette nature ne s'est jamais posé. Et on nous annonce même une conférence de presse de l'Union des magistrats le vendredi. Donc on va vers une escalade, une paroxymisation de la crise. Et cela, évidemment, déteint sur la sérénité qui est indispensable à la distribution de la justice. La justice a besoin de sérénité, elle n'a pas besoin de bruit, elle a besoin de travailler dans un esprit chevaleresque, dans le respect de la loi et du serment des magistrats et surtout du respect de leur conscience. Si maintenant, évidemment, les magistrats travaillent sous la menace
permanente d'une sanction ou en tout cas d'une sorte de représailles du fait surtout de leur prise de position qui sont conformes à la déontologie et au combat d'une organisation comme l'Union des magistrats. Il va sans dire évidemment que le climat qu'on aurait souhaité et qui est indispensable au fonctionnement de cette justice, ce climat évidemment serait complètement parasité. C'est pourquoi je pense que si ça persiste, évidemment, les conséquences seraient extrêmement graves et les magistrats seraient dans une position de défiance, forcément, à l'égard de ce pouvoir politique qui n'a pas d'ordre à donner, surtout à des magistrats du siège, encore moins de sanctions sans qu'on établisse de fautes disciplinaires avérées. Mais je ne crois pas que de par de simples prises de position à une station où on est président de l'Union des magistrats, à une station où on est obligé de se prononcer sur des questions d'actualité, des questions qui agitent la magistrature et qui interpellent les citoyens, qu'on puisse parler de fautes disciplinaires. Donc, à défaut de fautes disciplinaires, on doit laisser les magistrats travailler sereinement et ne pas, évidemment, aller vers une sorte de climat tel que l'on tente aujourd'hui de l'instaurer. C'est pourquoi je pense que les conséquences seront très, très graves et vont se répercuter, évidemment, sur la sérénité et surtout sur le travail quotidien des magistrats. Maître Assane Diomandé, je vous remercie. Et c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Tout de suite, place au journal de l'économie avec Radicène. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bienvenue dans ce journal de l'économie. Relance de l'économie du Sénégal. La croissance du PIB sera de l'ordre de 5,2% en 2021 et pourra être portée à plus de 13% dès l'année 2023 à la faveur de la mise en œuvre du deuxième plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent, a annoncé le président Macky Sall lors du conseil présidentiel sur la relance de l'économie. Selon lui, si toutes les conditions sont réunies, notre pays va atteindre pour la première fois une croissance à 2 chiffres, une croissance qui sera réalisée grâce à l'exploitation du pétrole et du gaz. Le président Macky Sall que nous écoutons au micro de Denisia Sambou. Alors, d'après nos projections, la mise en œuvre du PAP 2 nous permettra de retrouver une croissance du PIB de l'ordre de 5,2% l'année prochaine, en 2021. Ça suppose un travail assidu. Aussi au niveau administratif, que les gens ne dorment pas avec les dossiers ou qu'ils les laissent toujours le week-end pour attendre la semaine d'après et la semaine qui suit. Il faut que nous nous mettions au travail pour que ces 5,2% soient au rendez-vous dès 2021, 7,20% en 2022. Nous avons déjà fait 7%. Ce n'est pas des chimères ce que je dis là, c'est tout à fait à notre portée. Nous l'avons prouvé par l'exemple. Tout ce que je dis là, c'est des choses déjà que nous avons faites. Ce sont des choses que nous avons faites et donc je dis nous allons reprendre la croissance à 5,20% dès l'année prochaine. Ce n'est pas trop difficile d'ailleurs, c'est comme un malade qui reprend des forces, il est facile de dépasser son état antérieur. Donc 5,20 et 7,20% en 2022 et le plus important c'est qu'en 2023, si toutes les conditions sont réunies, pour la première fois le Sénégal va atteindre sa croissance à 2 chiffres, qui est projetée à 13,7% et ça c'est dû simplement quand même à l'exploitation du pétrole et du gaz à partir de 2023. Première année d'exploitation, c'est normal, investissement important et massif qu'on ait cette croissance. Il faudra essayer de la tenir sur une certaine période. Et sur la période 2019-2023, le PAP 2A requiert un financement de 22 milliards 400 millions d'euros, dont le tiers est attendu du secteur privé. Nous avons plus que jamais besoin de l'investissement privé, soit local ou étranger. Et je souhaite que le secteur privé national s'engage véritablement à nos côtés pour atteindre cet objectif. Mais j'invite aussi le secteur privé étranger, que là aussi, on a besoin du secteur privé étranger et tous ont leur place dans cette relance. Le secteur de la presse et celui du tourisme vont bénéficier d'un allègement fiscal sur la période 2020-2021. Une décision du président Macky Sall. Cet allègement fiscal va porter sur la taxe sur la valeur ajoutée TVA, l'impôt sur le revenu et les retenues à la source. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie.
La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, il est 18h passé de 30 minutes et c'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Litige foncier à la cité Comico de Ouakam, déjà 8 arrestations depuis ce matin. Les agents de la Sénélec sur place défendent les installations. Plusieurs familles parmi les 79 déguerpies par la DSCOS sont destination camp alentour après les affrontements qui ont opposé habitants et gendarmes. Remous dans les secteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur à Dakar. Les enseignants du G20 exigent encore une énième fois le respect du protocole signé avec le gouvernement. Ils ont observé ce matin un sitting devant les locaux du ministère de la fonction publique. Au même moment à Thiès, le SAES a entamé une grève de 48 heures. Le SAES décrit la gestion du budget par le recteur, mais le mot d'ordre n'a pas bien été suivi. Il n'a pas impacté les enseignements. La traduction du président de l'UMS Souleymane Teliko, c'est une tentative de musellement du magistrat selon Maître Hassan Diomandiaye qui parle d'une épée de Damoclès au-dessus de tous les magistrats pour amputer leur liberté et leur indépendance. Débat de la présidentielle américaine de 2020. Il y a eu des échanges chaotiques et insultes entre Donald Trump et Joe Biden. L'actualité sportive et Info Éco ont complété cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Sen Radio. Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information en national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal.